Le député solidaire de Jean Lesage, Sol Zanetti, est de passage dans Charlevoix pour prononcer une conférence « Construire un pays qui nous ressemble, Nouveau Québec ». Et il a accepté de venir nous voir pour qu'on puisse lui poser quelques questions. Sol Zanetti, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être là. Ça s'appelle Nouveau Québec. Oui. Est-ce que c'est parce que vous êtes tanné de l'ancien? Non, c'est parce que pour nous, le projet d'indépendance du Québec, c'est une occasion aussi de transformer le système politique dans lequel on est, ramener du pouvoir vers les citoyens, décentraliser le pouvoir au Québec, ramener ça vers les régions. On a un État, une structure de politique provinciale qui est très centralisée à Québec, puis c'est problématique. Fait que dire Nouveau Québec, ça veut dire on va réinventer le système dans lequel on est pour qu'il soit à la mesure de nos besoins et de nos ambitions. Pour qu'il nous ressemble. Pour qu'il nous ressemble. Qu'il soit comme on le veut, comme on le souhaite. Donc, plus de pouvoir décentralisé? Oui, décentraliser le pouvoir vers les régions du Québec. Souvent, il y a une dynamique au Québec où les régions, pour se développer, doivent faire des demandes à Québec, puis attendre après ça. C'est tannant, ça ne marche pas, ça finit par être des enjeux électoraux, puis là, des fois on l'a, des fois on ne l'a pas. Mais l'idée, ce serait de dire comment est-ce qu'on pourrait au Québec faire en sorte qu'il y ait une distribution aussi de la capacité, de l'argent pour que les régions du Québec puissent prendre en main leur développement elles-mêmes. La conférence que vous allez prononcer ici, est-ce que vous allez faire une tournée avec cette conférence-là? Oui, c'est une tournée un peu permanente, qu'on fait depuis... Mais c'est un discours que vous reprenez. Oui, c'est ça. Mais je l'adapte à la conjoncture. Au fond, l'indépendance, c'est toujours un peu la même idée, c'est-à-dire on est mieux servi par nous-mêmes que par les autres. On a avantage à prendre nos décisions par nous-mêmes. Oui. Puis on s'adapte à la conjoncture politique. Il y a toujours des événements nouveaux dans l'actualité qui font qu'on peut montrer d'une façon nouvelle que c'est intéressant d'avoir cette souveraineté. Au cours des dernières années, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que s'adapter à la conjoncture politique en termes de souveraineté pour Québec solidaire, c'était pas de la mettre un peu sous le bâillon? De ne pas en faire l'objet premier de sa démarche politique? On a fait, on a cette campagne générale-là qu'on a depuis 1 an et demi à peu près, qui a été demandée par les membres, puis on a fait plusieurs campagnes. Celle qui était la leader de cette campagne-là, c'était Ruba Gazal, qui est depuis devenu aussi notre porte-parole. Et on fait beaucoup de distribution de livres, d'argumentaires indépendantistes. On a aussi, à la dernière législature, on a écrit un livre, le Caucus solidaire, qui s'appelle « Ce qui nous lie ». La souveraineté. Et la souveraineté apparaît en premier plan. Oui, pour l'environnement. En fait, c'est un livre sur la souveraineté. C'est un livre qui dit comment est-ce que, pourquoi il faut faire l'indépendance aujourd'hui pour, entre autres, préserver nos cultures et l'environnement. Est-ce que la racine option nationale pour laquelle vous avez été chef, est-ce que la racine option nationale commence vraiment à donner des fleurs à Québec solidaire? Avez-vous l'impression que c'est cette partie, en tout cas du parti, que vous avez fondé, qui commence à reprendre de la vigueur? La greffe a définitivement fonctionné parce que aussi Ruba Gazal, dans sa course pour devenir porte-parole, son axe principal, c'était la question de l'indépendance. C'est-à-dire on doit ramener l'indépendance à l'avant-plan, puis c'est ce que les membres ont choisi. Alors pour moi, c'est un signe que la greffe a très bien pris. Tous les signaux indiquent que les partis de gauche partout au monde, présentement, en arrachent. Comment vous évaluez la situation au Québec? C'est sûr que le climat mondial a une influence, puis il y a des choses qu'on voit au Québec qui sont la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des discours d'extrême droite qui prennent plus de vigueur. On n'est vraiment pas rendu comme aux États-Unis. Le prix de l'essence devient plus important que la protection de l'environnement, de toute évidence. Oui, mais ça, moi, je pense que ce que je vois, moi, dans la question du prix de l'essence, c'est que c'est la crise du coût de la vie. Puis le prix de l'essence, c'est juste une des façons d'avoir un impact, d'améliorer, d'abaisser le coût de la vie. Mais à mon avis, ce n'est pas la bonne façon. Il y a plein d'autres façons qu'on pourrait faire. Comme par exemple? Par exemple, régler la crise du logement. Il y a des taux d'inoccupation au Québec partout, pas juste dans les grandes villes, mais partout dans les régions qui sont tellement bas que ça fait augmenter le prix des loyers. Absolument. Il faut encadrer ça. On fait quoi? Il faut encadrer ça, avoir un registre des loyers, avoir des hausses maximales normées pour les loyers, évidemment dans le respect de la capacité des propriétaires de devoir faire des rénovations. Mais en ce moment, c'est un peu le Far West, puis les augmentations qu'on a connues n'ont aucun bon sens. Il y a des fois des augmentations de 18 % dans certaines régions en une année qui ont des augmentations moyennes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encadrer. Comment vous pouvez le faire à Québec solidaire, cet encadrement-là? La seule solution, est-ce que ça ne passe pas par être un gouvernement majoritaire? Tout à fait. Il faut être un gouvernement majoritaire pour appliquer ces politiques. C'est encore votre ambition? C'est tout à fait notre ambition. Moi, je
je ne déploie pas toutes ces énergies-là dans la vie pour pas changer le monde puis juste exprimer une opinion. Moi, mon but, c'est vraiment que Québec solidaire prenne le pouvoir, puis je pense que c'est possible. Est-ce que ça fait partie de votre réflexion pour briguer le poste de co-chef de votre parti? Oui, c'est ça. Je suis en réflexion. Le poste de co-porte-parole est libre depuis le départ de Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, ça m'intéresse. Et vous pensez toujours que le Québec solidaire doit devenir une alternative pour former un gouvernement? Tout à fait, à 100 %. Pourtant, les chiffres ne sont pas encourageants de ce côté-là. Oui, mais ça, c'est vrai de plein de mouvements sociaux puis de plein de partis politiques qui, à un moment donné, sont dans cette position-là, à un moment donné, se retrouvent dans une autre position. Les lignes du possible puis les sondages, c'est des choses qui changent énormément en politique. Et moi, la raison pour laquelle je trouve ça important puis je me bats pour ça, c'est que quand je regarde l'état du monde, l'état du Québec, là, une des plus grandes menaces qui est devant nous, c'est la menace climatique. Absolument. Et en ce moment, bien, Québec solidaire est vraiment le seul parti qui se bat pour que vraiment on lutte contre les changements climatiques au Québec, qu'on s'adapte aux changements climatiques pour éviter que ce soit tout le monde qui en paye le prix. Parce que si on ne fait rien comme on fait là en ce moment, bien, c'est la classe moyenne, les travailleurs, les travailleuses, tout le monde qui va payer pour ça. Mais les partis qui ont prêché vraiment un retournement environnemental n'obtiennent pas la faveur des électeurs beaucoup. Ouais, bien, Comment vous expliquez ça? Bien, il faut travailler plus fort. Je pense qu'il y a peut-être d'autres enjeux qui sont... Tu sais, en ce moment, la montée de l'extrême droite partout dans le monde, ou presque partout dans le monde, elle arrive aussi avec une montée de la désinformation, une montée de courants politiques alimentés par des choses qui ne sont pas vraies. Fait que c'est un super gros défi, mais on n'a pas le choix de dire qu'il faut résister à ça, lutter contre ça, puis essayer de ramener un peu du bon sens dans la politique. Parlant de choses qui sont vraies, puis sur des enjeux locaux, vous me permettrez, on a un grand champ d'éoliennes qui s'en vient dans Charlevoix. Est-ce que la question de l'éolien a une place dans un Québec qui nous ressemble? Clairement, l'éolien, c'est une solution à la transition énergétique pour pouvoir produire de l'énergie. Là, et j'ai beaucoup discuté, l'association locale dans Charlevoix de Québec solidaire, nous, il y a des pour et des contre. Il y a des pour et des contre, tout à fait. Comment on gère ça? Comment on concilie? Bien, moi, ce que je vois, c'est que d'abord, on va attendre de voir le rapport du BAP qui doit être déposé dans quelques jours, quelques semaines sur la question du projet d'éolien des neiges. Il faut qu'on voit qu'est-ce que le BAP va trancher. Ce qui est clair, c'est que on doit avoir une réflexion générale, un BAP générique au Québec sur la question de l'éolien pour avoir une stratégie nationale. Parce que quand on prend juste les projets un à la pièce, un après l'autre comme ça, comment savoir si c'est vraiment la seule option pour développer l'éolien? Tu sais, si on avait une vision nationale, on pourrait dire, bien là, dans les zones habitées, là, on pourrait peut-être l'éviter parce que ce serait peut-être mieux à tel endroit puis à tel autre. Puis là, on aurait une vision globale, puis on pourrait mieux évaluer si les coûts environnementaux en valent la peine dans certains cas. Mais ici, ce qui m'apparaît clair, c'est qu'il faut protéger le caribou, il faut qu'on protège les espèces menacées, il faut qu'on protège aussi les qualités de zones touristiques de Charlevoix, qui est une des plus belles régions du Québec. Là, je ne dis pas la plus belle parce que je ne vais pas faire de la peine aux autres, mais c'est extraordinaire. Puis je me dis, les gens qui vivent ici aussi, ils sont venus aussi pour ce rapport à la nature-là, puis il faut préserver ça. C'est une richesse incroyable. On va vous suivre sur cette question, Sol Zanetti, et merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. C'est un grand plaisir. Merci. Je reviens n'importe quand. Le gouvernement du Québec a récemment annoncé un appui financier de 34 millions de dollars pour la nouvelle usine de galvanisation qui sera située au cœur du parc industriel de Saint-Urbain. En visite sur les lieux, le ministre de la Capitale-Nationale et des Infrastructures, M. Jonathan Julien, a précisé que la majeure partie de cette somme sera octroyée sous forme de prêt à l'entreprise dirigée par M. Charles Simard. Alors, l'aide financière va nous permettre justement de stimuler le développement économique de la région, le développement économique du Québec, dans un créneau où on me dit qu'actuellement, la concurrence n'est pas vraiment là. Vous allez devenir un joueur important pour le Québec, donc on est très fiers de ça. L'usine tentera de répondre à des besoins en acier galvanisé qui sont en constante augmentation. La demande est croissante pour des services de galvanisation. On parle potentiellement à pleine capacité de 75 000 tonnes par année. J'ai de la misère à figurer ça veut dire quoi, mais je comprends que c'est un grand volume. Alors,
Puis en plus, vous le faites avec un grand souci de l'environnement, avec l'énergie renouvelable, avec ici l'entrepôt. Tu me disais que c'est pour une dizaine de jours d'entreposage à l'intérieur, ça évite des enjeux environnementaux à l'extérieur. Donc ce souci-là, dans votre créneau d'activité qui est à la bonne place, de l'énergie propre, des besoins qui sont là, alors vous allez bien y répondre. L'entreprise projette d'embaucher 95 personnes, dont la grande majorité pourra être formée sur place. Des emplois bien rémunérés, on l'a mentionné, près de 95 emplois où le salaire va être plus élevé que la moyenne dans la région de Charlevoix, plus élevé même parfois que la moyenne au Québec. Donc, ça va attirer des gens en région. Ça va, d'une part, donner du travail à nos gens en région, nos jeunes qui veulent un emploi stable, bien rémunéré, qui n'auront pas besoin d'aller nécessairement à Québec. Merci d'avoir fait ça chez nous, à Saint-Urbain. Merci de pas... Je sais que l'attrait des grands centres, parfois, la proximité aussi, c'est attirant, mais merci de faire ça chez nous. De donner envie aussi aux gens de rester dans la région. La maman en moi est jalouse de vos projets comme la garderie qui va être offerte, les soins de santé. Ce sont des choses qui vont faire en sorte que les gens vont avoir envie de rester ici dans la région et travailler pour vous. Le ministre Julien a rappelé que ce nouveau développement contribuera à diversifier l'économie de la région de Charlevoix. Ici, dans une région plus touristique, amener de l'industriel, ça, c'est une vraie diversification. C'est-à-dire que quand il y a des mauvais coups touristiques, l'industriel compense. Quand il y a des mauvais coups industriels, là, ça fait qu'on est plus stable. C'est-à-dire que, dépendant des aléas contextuels, on a une stabilité. Ça, c'est une vraie diversification. L'entrepreneur à la tête du projet révèle que des démarches ont déjà été entreprises afin d'organiser le recrutement de la main-d'œuvre. On a beaucoup de CV. On a fait le Salon de l'emploi de Charlevoix il y a quelques semaines. Puis il y a eu une très bonne réponse. Puis notre directrice des ressources humaines me disait qu'on a beaucoup de CV de rentrée. Donc ça va très bien de ce côté-là. M. Simard s'attend à ce qu'une grande partie des employés puissent être embauchés dans la région. Ça va être surtout des gens de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul et toute la région. Mais il va y en avoir aussi qui vont venir peut-être de régions plus loin, mais quand même proches. Exemple, Saint-Idée-Cap, Ville-l'Abbé. Ça va être des gens qui vont venir de Saint-Anne-de-Beaupré. Des services complémentaires seront également offerts aux employés de l'entreprise. Entre autres, on va avoir un service de garderie là, pour les enfants de nos employés. Puis on veut mettre aussi en place une infirmière à temps plein pour nos employés, là, puis faire des suivis de CSST où les gens veulent faire prendre leur pression. Le gouvernement du Québec reconnaît le volet éco-responsable du projet qui limitera grandement les rejets dans l'environnement. Il y a un volet de 9 millions qui est lié à l'environnement, dans le montage de 35 millions. Fait que c'est certain que ce volet-là est relié au fait qu'il est éco-responsable, carboneutre, en tout cas je pense qu'il l'est presque s'il ne l'est pas. Énergie renouvelable, avec un traitement intérieur qui empêche justement de contaminer les sols extérieurs. C'est pour ça que l'entrepôt aussi permet d'entreposer pour 10 jours. Fait que c'est sûr qu'une partie du financement du gouvernement est directement liée à ça. La mise en opération de l'usine s'effectuera potentiellement au début de l'an prochain. Les prochaines étapes, ça va être de terminer notre bâtiment, installer notre ligne de galvanisation. Et puis ensuite, Mélanie, notre directrice des ressources humaines, va engager les travailleurs, j'imagine au mois de novembre, quelque chose comme ça, dans ces alentours-là. Puis ensuite, on pense faire le premier dipping, le premier trempage au début de l'année 2026. La mairesse Claudette Simard a tenu à souligner que l'inauguration de l'usine Galveco marquera un tournant important pour l'avenir de sa municipalité. Pour Saint-Urbain, la venue de Galveco amènera à continuer le développement plus rapidement de la municipalité, d'accueillir de nouvelles familles, de nouveaux services, des emplois. Alors je souhaite le meilleur des succès à votre entreprise et sachez que vous pourrez toujours compter sur la collaboration de notre municipalité. Plusieurs partenaires publics et privés ont contribué aux investissements du projet qui est aujourd'hui estimé à 70 millions de dollars.
Il y a un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre depuis l'automne 2024, c'est le train touristique de Charlevoix. Et aujourd'hui, on reçoit la directrice générale, Mme Nancy Bellé. Bonjour, Mme Bellé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Mathieu. Ça me fait toujours plaisir de venir vous voir. Mme Bellé, on va faire un petit historique. On a appris en novembre dernier, à travers les différents médias locaux, que le train touristique de Charlevoix connaissait des difficultés et que son avenir était repensé. Même certains diraient qu'il était peut-être sur la glace. Vous avez lancé un appel à la population, aux élus municipaux, au MRC de la région. En décembre dernier, vous les avez rencontrés pour savoir s'ils pouvaient avoir des aides financières ou savoir comment est-ce que vous pourriez collaborer. Et à partir de ce moment-là, début 2025, vous avez lancé un gros plan de redressement. Les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour vous. Je vous demanderais aujourd'hui, en vous recevant au mois de mai, comment est-ce qu'on se sent là, à l'aube de la saison touristique qui débute? Fière. Fière de ce qui s'est passé. Il faut comprendre qu'on en sort plus fort. On souhaite et on découvre aussi que le produit du train est un produit fort pour Charlevoix. Et nul n'est prophète en son pays. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que le produit du train est assez fort pour que des partenaires viennent nous supporter et collaborer pour aller encore plus loin et plus longtemps. Oui. Disons-le comme ça. Je vous demanderais, pourquoi vous y croyez au train? Qu'est-ce qui vous a amené à tenter de relever ce défi-là, vous, là? Moi, je pense que j'ai un petit peu de diesel qui me coule dans les veines. Ça fait que le chemin de fer, ça fait partie de ma vie. Ça fait 28 ans que j'évolue au milieu du chemin de fer. Il faut comprendre que j'ai passé du transport de marchandises avant d'intégrer la grande histoire du train du massif de Charlevoix dans un premier temps. Et on voyait l'intérêt. Et vous savez, le chemin de fer, à travers le monde, c'est un produit, c'est des territoires. C'est vivant, un chemin de fer. Ça passe à travers le temps. Notre chemin de fer, à nous, on a la chance, il y a 125 ans. Il existait bien avant moi, puis il va exister bien après moi. Donc, je ne fais que partie d'une proportion de gens qui croient en ce moyen de transport-là. On est beaucoup, Mathieu, à écouter, à travailler sur des nouvelles technologies pour être plus vert et être plus sensible, mais on regarde rarement nos acquis. Et avoir un chemin de fer, c'est un joyau, avoir un chemin de fer présentement. À partir du moment où tu as un chemin de fer, premièrement, tu es désenclavé. Donc, tu as un accès également par le chemin de fer au-delà de la route. Et si jamais il y a un potentiel de transport de marchandises, donc une nouvelle usine, dans les prochaines années, on aura notre chemin de fer et le transport, bien entendu, le transport de passagers, ça fait partie de ça aussi. Vous parlez que le territoire est désenclavé grâce au train. Potentiellement, ça pourrait alimenter de futures usines sur le territoire de Charlevoix. Il y a des gens ici dans la région qui se questionnent à savoir pourquoi est-ce que les citoyens n'y ont pas accès ou qui réfléchissent à savoir dans l'avenir comment est-ce qu'on pourrait plus faciliter le transport, la mobilité durable plutôt que juste le tourisme. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions à venir? Ça a toujours fait partie de mes réflexions. Le grand défi, lorsqu'on parle de transport collectif, pas nous autres qui inventons ça, Mathieu, c'est à la grandeur de Montréal et du Québec de façon générale, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent neuf. Alors, le principe ici, dans la vision qu'on avait, et je dis bien qu'on avait, parce que présentement, on est dans une période où on a reculé et on repart de la base, mais l'idée générale, c'était offrons du transport touristique, faisons rentrer de l'argent neuf, et utilisons éventuellement ce transport-là pour l'inclure ou complémentariser avec le transport collectif qui est Mobilité Charlevoix, qui existe en plus dans Charlevoix. Alors, comment ça arrive, ça? Bien, ça prend de l'argent, puis souvent, ça prend de l'argent neuf. Je m'amuse à dire tu arrives à Cancun, là, bien, tu as des autobus, puis tu as des trains, puis à l'intérieur de ça, tu as des locaux
qui ont payé 5 cents, puis t'as toi et moi qui sont là, qui voyageons, puis qui ont payé notre billet 50 $. C'est de même que ça se passe. Est-ce que vous aviez prévu des plans, là, en allant demander de l'argent aux municipalités, au MRC, au gouvernement? Aviez-vous prévu des plans de dire, dans un avenir à moyen-long terme, on pourrait avoir tel wagon destiné à la population locale qui se promène de la côte de Beaupré à Baie-Saint-Paul ou entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie? Est-ce qu'on en était rendu là dans les réflexions là, pour favoriser la mobilité durable? Toujours. Dans le plan 2025, puis c'est drôle que tu me poses la question parce que je ne suis tellement plus dans ce mood-là. Là. On comprend qu'on est en période de survie là, oui. Et on repart à la base au niveau touristique. Mais ça demeure quand même que dans le projet 2025, il y avait quand même l'intégration d'un train dédié à du transport touristique, bien entendu, entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie, mais avec l'intégration également du transport collectif. Okay. Mais je reviens à la base. Ça prend de l'argent. Donc, vous parlez, vous êtes en période de survie, on revient à la base, on se concentre pour l'année à venir, dans tous les cas, sur le tourisme. Petite-Rivière-Saint-François vous a fait une offre. Oui. M. Bouchard est venu nous en parler plusieurs fois en studio ici. Un 15 000 $ conditionnel à ce qu'il y ait un embarquement qui puisse être possible pour des citoyens de Petite-Rivière-Saint-François. Est-ce que vous répondez positivement à la demande de M. Bouchard? Absolument, absolument. C'est vraiment particulier parce que lors de cette rencontre-là avec les conseillers et conseillères, c'est revenu sur le sujet, bien entendu, du transport collectif et je leur ai expliqué ma vision. Je leur ai dit, je ne peux pas faire des deals, des ententes avec chacune des municipalités. Okay. Ce projet-là, ça se mange régionalement. Et il y a une conseillère que j'oublie le nom qui m'a dit, « Madame Bellé, vous devriez commencer avec les gens qui veulent travailler avec vous et créer une espèce de projet pilote. » Puis je me suis dit, bien pourquoi pas? En autant que tout le monde soit conscient de l'énergie que ça demande de faire du transport collectif dans ce cas-là. Comment on donne la passe aux citoyens? Qui y a droit? Combien ça coûte? Écoutez, là, il y a de l'administration derrière ça. Absolument. Et je ne suis pas dans une situation pour gérer ça. Et là, on commence. Là. Cette semaine, on va en discuter comment ça va fonctionner. Mais, quelque chose à annoncer pour l'été 2025? Absolument, absolument. Si on est capable, j'aimerais bien que ça se fasse dès la première journée. Pourquoi pas? Si, bien entendu, les responsabilités de chacun de chaque côté sont claires. Vous l'avez dit dans d'autres médias, vous l'avez dit un peu plus tôt également en entrevue, nul n'est prophète dans son pays. Qu'est-ce qui a expliqué, selon vous, que les relations étaient si refroidies dans Charlevoix et si bonnes à Québec, alors qu'on est à 90 km de distance? Poser la question, c'est d'y répondre. Il y a certains de mon fan club qui disent que je fais du déni, donc je devrais avoir la réponse. Malheureusement, je ne l'ai point. Ce que je comprends, c'est que de part et d'autre, on ne parle pas le même langage. On est beaucoup dans le langage économique de mon côté. C'est clair que du côté de la politique, il y avait une ouverture à l'écoute de la population. Nous, à un moment donné, il faut faire du cash si on veut en investir. Oui. Donc, est-ce que c'est une question de langage? Mais moi, je crois beaucoup au momentum. C'était pas le moment. C'était pas le bon fit. Hein? C'est comme un fit amoureux, tout ça. Là. Oui. Alors, l'important, c'était de conserver le train. Il faut comprendre qu'on va faire seulement 145 jours d'opération cette année. Comparé à? Bien, le projet en donnait 210 pour 2025. Puis de façon générale, on tourne autour de 190. Donc, tu sais, c'est quand même 50 jours de moins, ça, comparativement à 2024. On réduit le nombre de jours d'opération. On réduit également le nombre d'employés. On passe de un peu plus d'une cinquantaine à 10 employés pour la saison 2025? Absolument. Absolument. C'est majeur comme restructuration, si on peut parler comme ça. Oui. On a également réanalysé les trajets pour les rendre plus efficaces et productifs. Parce qu'il faut comprendre que si on attend dans une destination, dans une gare, bien, ce temps-là compte au-delà de l'efficacité, ça rentre aussi dans les heures de règlement. Donc là, on a comme tout réduit au strict minimum pour en arriver à une saison qu'on veut avoir une belle saison, mais on n'a pas beaucoup de temps pour bien travailler. Il faut travailler fort.
Vous réagissez comment là, quand l'administration municipale de Baie-Saint-Paul, cette année, donne un 10 000 $. L'administration précédente donnait jusqu'à 225 000 $ par année. Du côté de la Malbaie, cette année, un beau zéro. Les MRC, on les sent bien refroidis. Il y a quelque chose qui est en évaluation du côté de la MRC de Charlevoix. Est-ce que ça vous donne espoir pour cette année, mais pour les années suivantes également? Bien, on a toujours été à la recherche de la pérennité. Foncièrement, mon équipe et moi, ce qu'on voulait, c'était développer Réseau pour que Réseau Charlevoix soit une organisation forte, mobilisante, influenceuse. Le timing n'est pas là. Oui. Hein, bon, c'est le constat. Donc, présentement, c'est pas pour rien que je viens vous parler d'une opération beaucoup plus allégée. On verra. On verra où ça va mener. Nouveauté, donc, vous annoncez qu'un partenariat, une alliance exclusive avec Groupe Voyage Québec. En quoi va consister ce nouveau partenariat-là? Mais principalement, de base, c'est de l'impartition. Donc, tout à l'heure, tu parlais, excuse-moi, qu'on passait de 55 à 10 employés. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui étaient dans la stratégie, le commercial, la représentation, la centrale téléphonique. Alors, tous ces éléments-là sont maintenant une perte d'emploi pour Charlevoix. Et c'est l'impartiteur, qui est Groupe Voyage Québec, qui va prendre ça en charge. Le système de réservation, le lien avec les hôteliers. Nous, on va se concentrer, je dis nous, mais 9 autres personnes qui vont travailler avec moi, on va se concentrer à opérer un train. L'élément majeur de l'Alliance que je trouve intéressant, c'est que dans toute cette discussion-là ou cette réflexion-là qui s'est passée entre février et maintenant, si on veut, là, on s'est dit dans quoi qu'on est bon, puis y a-t-il des gens qui sont meilleurs que nous dans certaines structures ou dans certains éléments qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait aller plus loin. Donc, Groupe Voyage Québec, c'est beaucoup d'employés, c'est une expertise incroyable, autant dans le transport autobus que le transport à l'international. C'est de l'accueil, c'est des systèmes informatiques, c'est des gens en marketing. De nouveaux marchés commerciaux, peut-être? Absolument, absolument. C'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise également, d'aller chercher encore plus loin notre clientèle, d'intégrer le produit du train dans des forfaits beaucoup plus grands. Alors, c'est sûr que quand la discussion est venue là-dessus, ça m'a allumé, parce que c'est vers ça qu'on voulait tendre de toute façon. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Ballé, d'être venue nous voir aujourd'hui en studio, et puis on va suivre ce dossier-là avec beaucoup d'attention dans les prochains mois, mais dans les prochaines années également. On le souhaite. Merci, Mathieu. La MRC de Charlevoix est au cœur de plusieurs dossiers d'actualité dans la région. Et pour en parler, j'accueille le préfet, Patrick Lavoie. Bonjour, Patrick. Bonjour. Soyez le bienvenu dans les bureaux de TVCO. Merci. Dans le courant de la dernière année, on a vu apparaître un office régional d'habitation. On a vu apparaître également des dossiers de regroupement de la coordination pour les pompiers. Oui. La question qu'on se pose, c'est quoi la prochaine chose que vous allez mettre en commun à la MRC? Est-ce qu'on peut penser à des travaux publics? Est-ce qu'on peut penser à d'autres services qui, peu à peu, vont être appelés à se regrouper? Est-ce que c'est une voie qui va continuer de se développer? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets de regroupement qui sont faits, qui sont réfléchis au niveau de la MRC, même au niveau des autres municipalités. Là, on y allait en priorité. L'ORH, c'était un besoin. Après ça, au niveau du service incendie, c'était une priorité aussi. Là, on parle au niveau des services à la population, sécurité des pompiers, toutes les normes qui étaient à respecter. Donc, c'est pour ça qu'on est dans cette démarche-là. Mais vous, est-ce que vous croyez d'autres... Est-ce que vous envoyez d'autres possibilités de regrouper des services entre les municipalités? Actuellement, il n'y a rien à l'étude de ce côté-là. Pas au niveau MRC. C'est sûr qu'on en fait tous un peu, chacun de notre côté. On partage des agents de développement, certaines municipalités. Moi, à Saint-Hilarion, je partage un agent de développement avec Notre-Dame-des-Monts, un directeur. Vous échangez des bouts de chemin pour la voirie aussi, parfois, entre les municipalités? Non, bien, nous autres, c'est pas arrivé encore là, de notre côté, là, mais ouais, c'est ça. Ça fait que c'est différent. C'est plus à petite échelle qu'on regarde comment on peut optimiser nos services, parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'est au niveau des ressources humaines. On ne peut pas se payer nécessairement toujours des ressources humaines à temps plein. Donc, c'est là que ça devient intéressant avec les autres municipalités là, de voir qu'est-ce qu'on peut partager comme ressources humaines et services. Donc, ça pourrait subvenir encore dans le futur?
Ah, ça pourrait arriver encore selon les besoins des municipalités puis ce qui va ressortir pour chacune des milieux. Vous êtes également responsable à la MRC du plan de développement du territorial de la municipalité. Puis là, on voit apparaître des nouveaux projets de développement économique. Il y a l'éolien qui va prendre un pied à terre dans la région. On devrait avoir normalement début juin le rapport du ministre. Ensuite, on sait que le sous-sol, notamment à Saint-Urbain, le sous-sol intéresse les mines, l'industrie de la mine. On a des métaux rares dans la région. Puis là, vous arrivez cette semaine avec le solaire, la possibilité d'installer, en tout cas, vous ouvrez la permission de développer le territoire pour faire du solaire. Qu'est-ce que ça représente, ça? Est-ce que c'est un nouvel axe de développement pour la MRC? C'est-à-dire, on s'en va vers ce genre d'énergie-là. Comment vous abordez la question là-dessus? Parce que quand on a vu arriver le solaire, on s'est dit, ça vient de où, ça, cette demande-là? Bien, ça part tout d'abord d'un projet d'Hydro-Québec. C'est un appel à projet qui est là présentement. Je pense que c'est un 300 MW là, qui est dans le cadre de l'appel à projet. C'est pas la MRC qui est promoteur de ça, loin de là. Ça prend vraiment des gens qui viennent signifier leur intérêt à la MRC. Puis nous, la MRC, bien, on a vu là-dedans la possibilité de voir certains secteurs sur notre MRC, dans l'aménagement du territoire, au niveau du développement, puis en conformité aussi avec nos orientations. Donc, c'est sûr qu'on ne permettra pas ça n'importe où non plus. Mais le développement de l'énergie durable, on peut le dire comme ça, ça fait partie des orientations de la MRC présentement. Oh, oui, bien, c'est exactement dans notre stratégie de développement économique. Là. Donc, ça fait partie intégrante de ça. Donc, c'est pour ça qu'on regarde ça, puis on reste alerte. Pour l'instant, il n'y a pas de projet concret, il n'y a rien qui est sur la table, mais on regarde là, comment ça pourrait arriver. Oui, c'est ça pourrait arriver. Et qu'est-ce qui pourrait arriver avec les mines? Bien, avec les mines, dans le fond, là, on est dans le... On a fait une lettre, excusez, on a fait notre table de concertation. Oui. Moi, j'ai rencontré le ministère, on a eu des discussions pour mieux comprendre c'est quoi les obligations aussi de l'industrie minière dans tout ça. Là. Fait que là, je pense qu'il y a des devoirs à faire au niveau de l'industrie minière avec les communautés. Oui, OK. Donc, vous pensez qu'on va améliorer l'acceptabilité sociale? Une mine, ça demeure une mine? Moi, c'est pas au niveau de l'acceptabilité sociale. C'était vraiment de mieux comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on est plus favorable à l'implantation d'une mine dans le secteur de Saint-Urbain ou au pied du mont du Lac-des-Cygnes. C'est pas ça du tout. Mais il faut quand même bien comprendre puis la dynamique, puis poursuivre aussi justement là, la voie de la MRC à l'effet de... Puis la MRC Charlevoix-Est aussi qui est impliquée à un certain niveau aussi de leur côté pour justement là, préserver nos paysages. Parce que l'industrie touristique va demeurer le moteur économique de la région. Absolument. J'étais encore hier, justement, là, au renouvellement de la 6e entente sur les paysages capitale-nationale. Donc, c'est pour montrer l'importance des paysages dans Charlevoix depuis 2008. Là. Donc, vous allez veiller à préserver les paysages. Bien, c'est notre mission, oui. Je pense que c'est une de notre volonté. Autre question là, qui interpelle la MRC, c'est toute la question des quais, puis le passage entre l'île aux Coudres et éventuellement Baie-Saint-Paul, un nouveau chemin. Vous avez adressé une lettre à la ministre Guilbeault, lui demandant de trancher, en disant, dans le fond, il n'y a pas d'études sur la route qu'il faudrait construire en cours, et puis on attend encore des hypothèses pour voir si on peut faire un quai à Baie-Saint-Paul. Est-ce que vous avez demandé à la ministre de trancher? C'est bien ça que la position que vous avez adoptée à la MRC? Bien, dans le fond, pas de trancher, mais de se positionner. C'est sûr que moi, on a eu une rencontre en novembre dernier avec le maire des Éboulements, M. Dufour à l'île aux Coudres, ensuite la Société des transports du Québec, Mme Bédard. Tout le monde assis à la même table. Assis à la même table pour comprendre. Puis là, bien, lors de cette rencontre-là, on nous a présenté justement que le dossier d'opportunité, elle a encore comporté l'étude du quai de Saint-Joseph-la-Rive et la possible déménagement à Cap-au-Diable, à Baie-Saint-Paul. OK. Mais jamais, dans tout ça, on parle d'une route. Donc, c'est pour ça... La route de Cap-au-Diable. La route de Cap-au-Diable. Saint-Paul. Donc là, c'est pour ça, moi, le questionnement qu'on s'est posé, que j'ai amené à la table des maires, puis pourquoi j'ai écrit cette lettre-là, c'est demander, justement, au ministère, à MTMD, à la Société des traversiers également, de discuter ensemble. Parce que là, on nous parle de ça, mais si... Le ministère des Transports n'est pas là. Le ministère des Transports, on ne le voit pas, là. On ne le sait pas, la route. Est-ce qu'il y a un projet? On n'a jamais entendu parler de ça. Il y a une rencontre la semaine passée qu'on a eue avec Mme Bourassa, justement, suite à l'annonce qu'il y a eu pour l'investissement sur les quais. Oui. Puis rapidement, bien, ça m'a permis de revenir un peu en arrière et de comprendre que l'étude d'opportunité qui avait été faite en 2021 n'a jamais été réalisée complètement.
ce qui avait été lancé en 2021. Lorsqu'on a mis fin à l'étude, quand on a vu apparaître les coûts astronomiques. En 2022, là, dans le fond, là, il y avait une pré-analyse qui avait été faite, puis tout a été mis sur la glace, là. Sur la tablette. Mais ça, personne n'a de résultat de ça. On n'a pas ça. Moi, c'est ce que je demande, c'est que là, on n'a pas de communication de la part du ministère, de la STQ. C'est quoi le plan? Exactement. Là, donc, on a un peu l'impression que c'est une idée qui est lancée en l'air puis que les études ne se font pas. Mais la question qui revient derrière de ça, c'est, vous autres à la MRC, c'est quoi votre position par rapport à ça? Vous allez être appelé en tant que responsable du développement là, de dire est-ce qu'on, oui ou non, on est intéressé à avoir un quai là-dessus. Est-ce que vous n'auriez pas pu aussi manifester votre position, votre accord ou votre désaccord par rapport à ça? Oui. Bien, nous, au niveau de la MRC, c'est sûr que dès le premier dossier d'opportunité qui a été lancé, la MRC a demandé à ce que, justement, qu'il y ait une réflexion. Nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir, justement, on trouvait que l'étude d'opportunité était vraiment quelque chose d'important comme donnée à recevoir pour la MRC, pour après ça se positionner, parce que l'île aux Coudes, écoutez, moi, je compatis sincèrement avec tous les habitants de l'île aux Coudes. Je comprends totalement la lettre qu'ils ont adressée de demander de transférer le quai à Baie-Saint-Paul. Tout ça, c'est absolument légitime comme demande. Sauf que l'île aux Coudes, ils sont une partie prenante majeure là-dedans. Puis c'est eux autres les plus touchés par ça. Mais en même temps, comme MRC, nous, il faut voir au développement économique, environnemental, tout ça. Mais là, je comprends que vous attendez après les études du gouvernement plutôt que mener vos propres enquêtes. Bien, c'est parce qu'avant de... moi, je veux avoir ça entre les mains. Je pense qu'au niveau de la table des maires, il faut avoir ça entre les mains avant de prendre pour pouvoir se positionner. Okay. Parce qu'il y a d'autres parties prenantes. Il y a les éboulements aussi qui sont là, puis il y a Baie-Saint-Paul. Hein? On entend la voix de l'île aux Coudes qui est tout à fait légitime. Donc, je pense qu'il faut, au niveau de la MRC, continuer à mettre de la pression de notre côté à la hauteur de ce qu'on peut faire, puis avec Mme Bourassa, avec tous les intervenants, pour justement que ce soit le ministère qui se mouille dans ce dossier-là. Parce que moi, sincèrement, ce que je veux éviter, c'est une guerre de tranchées dans Charlevoix. Là. Parce que le jour où on va tu sais, si la MRC demain matin donne son appui unilatéral à l'île aux Coudes, c'est sûr que je m'attends à ce que du côté des éboulements et de Baie-Saint-Paul, il y ait des réactions. Donc, vous préférez demander au ministère, c'est votre projet, c'est votre idée, tranchez, s'il vous plaît. Bien, c'est parce que faites-nous savoir quels sont les résultats de l'étude. Moi, je pense que c'est eux autres. Mais il n'y a pas d'étude en cours. Bien, il n'y a pas d'étude, il n'y a rien qui a jamais été déposé. Ça ressemble à un gros ballon, ça. Bien, c'est un peu ça. Ça ressemble à un gros ballon. On a un problème de communication, je pense, au niveau du ministère. On l'a vu. Il y en a 54 millions. Les gens ne savent même pas pourquoi. C'est quoi, ça s'inscrit dans quoi? Bien, on dit pour boucher les trous. Bien, c'est pour les 10 prochaines années. C'est ce qui a été annoncé. Il y a plein d'autres questionnements qui arrivent aussi là-dedans. Oui, on bouge des trous, mais quand on va faire la réfection des quais, comment on va procéder? Même celui de l'île aux Coudes, là. Hein? On ne pourra pas... il faudra le faire à côté des quais opérationnels, c'est ça, il y a des questions là-dessus. C'est tous des questionnements qui arrient, là. Donc, avec tout ce qui se passe, pensez-vous que les milliards requis pour réaménager les quais vont être disponibles bientôt? Ou est-ce que l'annonce n'est pas plutôt... un état de fait en disant on va continuer de boucher les trous puis on va continuer comme ça aussi longtemps? Bien, moi, j'espère que l'argent va être là pour le meilleur des citoyens de l'île aux Coudes puis que ce sera au ministère de trancher là, si les fonds publics sont là. Parlons maintenant du train de Charlevoix. Le train de Charlevoix se relance cette année. Le maire de Petite-Rivière, lui, a réussi à développer, on verra ce que ça donne concrètement, mais le maire de Petite-Rivière, lui, a demandé à ce qu'il y ait du transport collectif, que les citoyens de Petite-Rivière puissent utiliser le train pour lequel il va contribuer financièrement. Est-ce que cette proposition-là a été présentée à la MRC? Est-ce qu'on vous a proposé un service de transport collectif pour les citoyens de Charlevoix? Nous, au niveau de la MRC, moi, j'ai pas eu encore Je sais que c'est des projets qui sont là. Dans le plan de redressement qui a été présenté, ce qui a été présenté à la MRC, parce que c'est ce qu'on avait demandé. Là. On ne voulait plus continuer à soutenir du fonctionnement. Donc, on avait demandé. Donc, ce qui a été présenté en début d'année, oui, dans tout ça, il y a des projets de transport collectif, d'être relié à la gare de Québec. Il y a des liens aussi avec la côte de Beaupré. Donc, il y a différents éléments qui sont là et le transport collectif en fait partie. Mais est-ce qu'on a eu un projet officiel de déposer à la MRC? Non, pas pour l'instant. Moi, j'en ai pas vu. Je ne suis pas au courant si ça a été fait. Présentement, le dossier du train de Charlevoix, après avoir été refusé une première fois, est encore à l'analyse chez vous. Ou est-ce que la demande a été officiellement refusée? Bien, nous, on n'a pas... Il est où le dossier à la MRC? Bien, le dossier, moi, ce que j'ai comme information, c'est que justement, il y avait une demande de financement de Réseau Charlevoix. Nous, on
ce qu'on a offert, c'est du financement selon les programmes de du SDLE. Donc, ça va être analysé. Donc, on attend... J'ai pas eu non plus rien d'information à l'effet qu'il y avait une demande de déposer au niveau du SDLE. Donc là, on est en attente de ça. Parce que c'est sûr que si c'est pas du fonctionnement, on n'embarquera pas dans le projet. Donc, il faut que ce soit un projet là, qui va s'inscrire dans nos programmes. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être une opportunité de développement d'un autre genre de transport collectif dans la région? Bien, moi, je pense que tout est possible. On a Parce que le maire de Petite-Rivière va commencer. En tout cas, on verra ce que ça va donner. On a demandé de revoir le modèle. C'est quoi les opportunités qui peuvent se présenter. Je pense que tout est possible. Là. Il n'y a pas de fermeture de notre côté. On peut être, il faut voir pour le futur. En terminant, je vais parler au maire de Saint-Hilarion. Vous avez lancé un programme de soutenir des initiatives. Oui. Parlez-moi-en un peu. Oui, c'est ça. Bien, c'est un programme de participation citoyenne là, qui vise à faire collaborer les gens, à les impliquer plus explicitement là, dans le développement de leur communauté. Donc, c'est un 3 500 $ qui est disponible pour réaliser un projet. Ça peut être un projet communautaire. Est-ce qu'il y a plusieurs 3 500 $? Non, cette année, il y en a un. Vous allez choisir un projet? Ça peut être un ou plusieurs projets. On n'est pas fermé. Okay. C'est un montant. Fait que ça va dépendre de l'ampleur des projets qui seront présentés. Et pour vous proposer quelque chose, on fait comment? Ah, bien, c'est sûr que c'est communiqué avec la municipalité de Saint-Hilarion. C'est au niveau des agents de développement, M. Alexis Tanguay qui est là, ou sinon directement à la municipalité de Saint-Hilarion. Là, vous allez avoir les informations pour pouvoir avoir le lien. Monsieur le maire, Monsieur le préfet, merci beaucoup. Merci, au plaisir.